Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La banque au service des startups. Amélie Madinier, directrice du Hub à Luxembourg. L'idée, c'est de créer du lien entre startups et grands groupes pour faciliter le développement commercial des startups et accélérer le processus d'innovation. Je parle de grands groupes, mais finalement des entreprises de manière générale. Amélie a commencé en financement structuré à New York. En rentrant à Paris, elle s'est retrouvée propulsée dans l'innovation. Depuis 5 ans au Luxembourg, elle dirige le Hub de Luxembourg. C'est le premier village étranger du réseau d'accélérateurs de start-up créé par Crédit Agricole. Celui-ci regroupe une trentaine d'entités, principalement en France, mais également dans d'autres pays européens. Les objectifs communs du Crédit Agricole et des caisses régionales sont d'une part d'irriguer le groupe en nouvelles manières de manager, de faire du business ou profiter de nouvelles sources d'inspiration, et d'autre part de mettre en place des collaborations qui ont du sens pour le groupe et ses clients. Crédit Agricole participe à l'innovation dans les territoires en France et en Europe en poussant des solutions innovantes et en accélérant les processus d'innovation. La motivation première du Hub, c'est avant tout de créer du lien entre le marché français et le marché luxembourgeois et ses voisins belges et allemands. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Amélie. Bonjour Solène. Je suis ravie de t'accueillir ce matin pour ce podcast FinScale, qui est un des tout premiers podcasts. D'autant plus que je te sais extrêmement prise par ce confinement à devoir gérer le Hub en même temps que tu gères le homeschooling avec tes 3 enfants. Donc un grand merci. Avant toute chose, est-ce que je peux te demander de te présenter à nos auditeurs et nous expliquer un peu quel a été ton parcours ? Bien sûr. Avant tout, je te remercie de me recevoir. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi ce matin. Et encore plus dans cette période de confinement où on est content de pouvoir prendre un peu de recul, prendre le temps de se poser et surtout d'avoir un contact social avec les gens. Et donc particulièrement avec toi ce matin. Alors du coup, moi, je me prédestinais plutôt à une carrière de banquière. J'ai fait un master en banque finance et j'ai commencé d'ailleurs dans le groupe... C'était en France. Ouais, j'étais en France, absolument, dans une école de commerce. Et ma première expérience professionnelle, ça a été dans le groupe Crédit Agricole, à New York, en financement structuré. Donc là, j'étais en plein dans ce que j'avais prévu initialement. Je rentrais dans mes plans. Et puis, je suis rentrée à Paris et je suis tombée dans la marmite de l'innovation. Et depuis, j'en suis pas vraiment ressortie. C'était encore chez Crédit Agricole quand tu as fait ça ? Non, j'étais plus chez Crédit Agricole. J'étais dans un cabinet de conseil en innovation qui a depuis été racheté par Orange Business Services. Ok. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai mis le pied dedans. Et qu'est-ce que tu faisais ? Du conseil ? Du conseil, j'étais consultante, ouais. D'accord. Donc, on accompagnait pas mal d'opérateurs télécoms dans la mise en place de produits bancaires et notamment de produits de financement. Voilà, donc j'ai fait ça quelques années. Et puis, pour des raisons perso, on a bougé au Luxembourg. Et là, j'ai été amenée à rencontrer des entrepreneurs qui voulaient lancer un premier accélérateur privé indépendant qui visait... le credo, c'était des entrepreneurs qui accompagnent des entrepreneurs. Donc, l'idée, c'était d'accompagner des startups dans la phase en amont de la levée de fonds, en apportant des conseils pragmatiques, concrets, en définissant la stratégie d'investissement. Je t'interromps, c'est des entrepreneurs luxembourgeois, français, belges ? Luxembourgeois et allemands. Okay. Ouais, luxembourgeois et allemands. L'un était le fondateur d'une société de communication luxembourgeoise et l'autre d'une société de communication allemande. Okay. Et en fait, voilà, donc j'ai travaillé pour eux quelques années. C'est là que j'ai découvert l'écosystème start-up luxembourgeoise. Oui, alors justement, on peut peut-être faire un petit rappel parce qu'il y a certainement des auditeurs qui sont en dehors du Luxembourg. Au Luxembourg, il y a vraiment un écosystème local qui s'est développé. Il y a des accélérateurs, des incubateurs de start-up, comme on peut citer House of Startup ou encore le Technoport. Et pas uniquement dans la finance, mais également dans la recherche ou dans le climat. Donc c'est un écosystème relativement actif, enfin je dirais même très actif. Oui, tu as raison, c'est un écosystème qui est riche, qui est dense et qui supporte une vraie volonté du gouvernement de diversifier son économie et ce faisant en passant par l'innovation. Donc c'est intéressant de pouvoir évoluer dans ce contexte. C'est passionnant. Ça, c'était en quelle année ? 2017 ?
Je suis arrivée au Luxembourg il y a 5 ans, donc c'était 2016, Ok. 2017, 2018. Voilà. Ouais. Et j'ai rejoint le Crédit Agricole qui avait pour vocation de monter un accélérateur ici au Luxembourg, euh, dans la lignée de ce qu'ils ont fait en France à travers un réseau qui s'appelle le Village by CA. Voilà. Donc, c'est un réseau d'accélérateurs qui a vu le jour il y a 6 ans. Et donc, je les ai rejoints il y a 1 an et demi. Oui, moi j'avais entendu parler du hub par Fabrice Marcella, qui est le CEO, hein, c'est ça? Fabrice Et Marcella, c'est le maire du village de Paris. Donc, ah, voilà, c'est le effectivement, on parle géo. de village. Voilà. Le géo du village de Paris. Donc il était venu, oui, en 2018 présenter le village à l'occasion de l'ICT Spring devant un parterre d'assureurs, je me souviens très bien. Et il avait évoqué, enfin il avait plus qu'évoqué, il avait décrit tout le projet derrière le village. Enfin il avait tout bien expliqué. Et c'est vrai que moi j'étais très impatiente de te rencontrer parce que je savais déjà que tu étais shortlistée pour prendre la direction du village. Et comme le Luxembourg c'est tout petit, je crois qu'on s'est rencontrés quelques mois plus tard. Et oui, donc l'objectif aujourd'hui, pour peut-être résumer l'objectif de cet épisode, c'est vraiment qu'on se pose et que tu nous expliques la genèse de ce village. Ça m'intéresserait vraiment que tu rentres dans le détail de cette genèse et ce qui explique pourquoi finalement un groupe comme Crédit Agricole se lance dans l'accompagnement de start-up. Parce que c'est pas, ça tombe pas sous le sens. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà, revenir sur oui, ce qui a fait que le Crédit Agricole décide de se lancer dans l'accompagnement de start-up et est-ce que c'était pour développer des produits pour le groupe ou pour aller tester de nouveaux concepts? Alors, en 2014, quand le groupe a fait le choix de se lancer dans ce projet, il y avait deux objectifs majeurs. Le premier, donc notre premier accélérateur, c'est Paris. Et avant d'avoir le réseau qu'on a aujourd'hui, bien entendu, on a commencé avec un accélérateur de start-up qui était basé à Paris. Et donc, le groupe avait deux objectifs à l'époque, clairement identifiés et partagés par toutes les caisses régionales. Le premier, c'était d'irriguer le groupe Crédit Agricole de nouvelles façons de travailler, de nouvelles solutions, de nouvelles façons de manager, de nouvelles façons de faire du business et pourquoi pas de nouveaux produits, mais pas uniquement. Tu l'évoquais tout à l'heure, mais vraiment, ça allait au-delà de ça. L'idée, c'était vraiment d'irriguer le groupe avec tout un tas de sources d'inspiration qui n'adressent pas que les produits du groupe, mais bien au-delà. Et Mais d'ailleurs, c'est-à-dire, quand oui, tu dis irriguer, l'idée c'était quoi? C'était d'être observeur et d'aller voir comment les startups travaillaient et tirer des conclusions pour le groupe, voir enfin, comment pra- pragmatiquement ça se passe. Enfin, ça se alors, passait à l'époque. en partie, effectivement, tu as raison, il y a une dimension d'observation, mais pas uniquement, puisque l'idée, c'est aussi de mettre en place des collaborations avec des solutions qui font du sens pour le développement du groupe et qui font du sens, si on va même au-delà, pour le développement de nos clients. Parce que le deuxième objectif du groupe, c'était de pouvoir participer, alors ça c'est très Crédit Agricole qui a une approche territoriale forte, c'était de participer à l'innovation dans les territoires et notamment à travers la possibilité d'irriguer donc pas seulement le groupe, mais également ses clients en poussant des solutions innovantes et en leur faisant, en accélérant en gros leur processus d'innovation. Donc, Donc très vite, ça s'est ouvert en dehors de Paris, j'imagine. très vite, effectivement, ça s'est ouvert en dehors de Paris. Ça a commencé avec les caisses les plus moteurs en termes d'innovation. Je crois que Toulouse a ouvert pas très longtemps après Paris, Bordeaux, Lille. Et puis, voilà, aujourd'hui, il y a 34 accélérateurs, dont deux qui sont situés à l'étranger. Donc, le Hub Luxembourg, qui effectivement est basé ici au Luxembourg. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, on a également un accélérateur à Milan, en Italie. Il y a des volontés de perdurer cette croissance, et notamment à travers l'ouverture de villages en Afrique du Nord et en Europe de l'Est. Et le setup est le même dans ces pays-là ou avec vraiment un ancrage local ou c'est vraiment uniquement pour avoir une représentation locale? Est-ce qu'il y a vraiment Alors, des échanges avec l'économie locale?
Oui, oui, je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. Pour en revenir à notre positionnement, donc je ne parle pas uniquement du positionnement du hub, mais je parle du positionnement de tous nos accélérateurs et donc du réseau Village by CA de manière générale. L'idée, c'est de créer du lien entre startups et grands groupes pour faciliter le développement commercial des startups et accélérer le processus d'innovation. Je parle de grands groupes, mais finalement des entreprises de manière générale. Et donc pour ça, il faut fortement être connecté avec son territoire, avec l'économie de son territoire et avec les acteurs de l'économie de son territoire. Donc c'est crucial, quel que soit l'endroit dans lequel se trouve le village. Et donc on retrouve la même chose à Milan. Il est porté par les entités du groupe en Italie, mais la maire du village de Milan et toute son équipe sont fortement connectés avec l'écosystème local. Et bien entendu, on fait la même chose au Luxembourg. La petite spécificité qu'on a au Luxembourg, c'est que comme on n'a pas de caisse régionale ici au Luxembourg, le village est supporté par les 5 entités du groupe qui sont basées au Luxembourg. Donc on retrouve parmi les acteurs que vous connaissez peut-être Indosuez qui propose des services de banque privée, KCIS qui fait de l'administration de fonds, Amundi de l'asset management, Kamka de l'assurance et de la réassurance et Cali de l'assurance. Donc ces 5 entités supportent ce projet ensemble, et ça aussi c'est presque une première, c'est de se dire voilà, on a des lignes de métiers très différentes, mais on va travailler ensemble sur un projet commun, et ce projet commun, c'est la mise en place d'un village au Luxembourg pour répondre aux mêmes objectifs que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc irriguer notre activité d'innovation et puis supporter le développement de l'innovation localement. Ok, parfait. Et quelle relation tu entretiens, parce que tu es toute seule par rapport à la cinquantaine de villages en France, est-ce que tu as des relations proches avec les autres villages? Et quel type d'interaction tu as avec eux? Est-ce qu'il y a des startups éventuellement qui peuvent penser à l'internationalisation et donc voyant peut-être Luxembourg comme un hub? Est-ce que tu as des exemples de stories à nous raconter à ce sujet-là? C'est une très bonne question, parce que ça me permet effectivement d'approfondir un peu la particularité de notre hub ici au Luxembourg. Le hub, c'était le premier village à l'étranger, et le souhait des personnes qui ont mis en place ce projet, c'était vraiment de pouvoir créer du lien entre le marché français et le marché luxembourgeois, et puis un petit peu au-delà même, en se disant qu'on crée du lien avec les marchés voisins, donc pourquoi pas la Belgique et l'Allemagne. Et donc, notre positionnement, c'est de favoriser l'innovation localement, mais également d'ouvrir les portes pour des sociétés déjà supportées dans le réseau Village by CA en France vers un nouveau marché, qui est le marché luxembourgeois. Les relations qu'on entretient avec les villages de notre réseau, d'un point de vue très pratique, elles se font sur WhatsApp, elles se font dans des séminaires qui sont organisés tous les 2 mois et au sein desquels on partage la vision de notre réseau, mais aussi des outils. Ce qui est hyper chouette avec ce réseau, c'est qu'en fait, on est 35 à faire le même métier, 35 à rencontrer les mêmes problématiques, 35 à avoir potentiellement trouvé des solutions à ces problématiques. Et donc, c'est un accélérateur pour nous de pouvoir travailler dans ces conditions, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a réponse à la question ou à la problématique que tu rencontres. Super. Donc, c'est une force exceptionnelle. Et ce qui est intéressant avec la période qu'on est en train de vivre, on en tire presque quelque chose de positif en tant que réseau, c'est que 35 accélérateurs qui ont chacun vu le jour un petit peu de leur côté avec comme objectif de s'ancrer dans le territoire. Notre force aujourd'hui, elle réside effectivement dans le fait qu'on soit un réseau, mais il faut le mettre en marche. Et c'est pas simple quand on est 35 à travailler chacun de son côté avec ses propres préoccupations. Donc on le fait via les séminaires, comme je l'évoquais, via l'organisation d'événements communs. On a quand même l'habitude d'échanger régulièrement. Mais à travers cette crise, on a dû mettre en place des solutions communes et digitales. Et pour nous, ça a été un accélérateur. Des super webinaires. Moi, j'en ai fait un avec une femme. C'était la communication en gestion de crise. Constance, hein, c'est ça. Je me souviens ouais, c'est ça. Exactement. Extraordinaire. Et donc là, c'était une initiative commune de tous les villages. Donc ça veut dire que potentiellement toutes les startups qui sont connectées à vos villages, y compris en Italie et au Luxembourg, pouvaient se connecter à ce webinaire. Alors, toutes les startups issues du réseau, donc 950, pouvaient se connecter au webinaire, mais on a aussi fait le choix de l'ouvrir à tous les entrepreneurs de manière générale. Donc, en fait, que tu fasses partie ou non du réseau, les webinaires sont ouverts et tu avais la possibilité d'y participer. Et ce qui est intéressant, effectivement, d'un point de vue réseau, c'est que chaque accélérateur vient contribuer à ce programme de webinaire en activant ses experts. Donc, on a identifié quels étaient les besoins de nos entrepreneurs en envoyant un questionnaire dès les premiers jours de confinement,
en leur demandant quels sont vos stress, quels sont vos besoins et sur quoi vous auriez besoin d'insights et de e-formation en quelque sorte. Et là, on a récolté des besoins. Alors, les gros besoins majeurs au début, ça a évolué depuis, mais les gros besoins majeurs au début, c'était communication en temps de crise. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait intervenir Constance. Gestion de sa trésor et comment je maintiens une bonne dynamique dans le cadre de ma levée de fonds. Donc, on avait pas mal de webinaires les 2 premières semaines qui portaient autour de ces thématiques. Et donc, ces webinaires, ils étaient animés par des experts du réseau de Toulouse, de Bordeaux, de Luxembourg, de Milan. Donc, c'est là que le réseau a pris tout son sens parce qu'on avait le meilleur de chaque écosystème, en quelque sorte. Et puis voilà, là, on arrive vers des thématiques un peu différentes, de sortie de crise, bien entendu. Hier, on en a eu un passionnant sur la contagion émotionnelle. Donc, on voit des choses un peu différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on garde une audience forte et constante au fil des semaines. Ok. Donc, a priori, il y a de l'appétence pour ce modèle. Merci beaucoup et merci de préciser. Justement, j'allais prendre des nouvelles de vos startups pendant cette période de confinement. Ce qui m'intéressait aussi de savoir, parce que donc j'ai bien compris que vous fonctionniez énormément sur ce réseau-là. Est-ce que du coup vous avez défini ensemble une méthodologie de travail? Je pense notamment au sourcing de toutes vos startups. Comment est-ce que vous sourcez les projets? Est-ce que vous avez déterminé des KPIs ensemble ou en fonction des besoins du marché et de l'économie locale? Comment est-ce que vous y êtes pris? Alors, on a un processus qui est commun. Ça veut dire que tu as une première étape de présélection qui est faite par le village et puis une deuxième qui est faite via un comité de sélection. Et ce comité de sélection, il est constitué chaque fois. Alors, il est différent et propre à chaque village, mais il est chaque fois constitué de la caisse régionale et des partenaires du village. Ok. Donc, il y a en gros 2 rounds pour pouvoir rejoindre les villages. Ça, c'est un processus commun. La grille de sélection, elle n'est pas parfaitement commune. Chacun a la possibilité de garder les mains libres un peu sur les choix, les critères de sélection des startups. Mais grosso modo, on a une grille de sélection qu'on partage et qui est plus ou moins la même d'un village à l'autre. Ok. Notre idée, c'est d'accompagner des boîtes qui ont un certain degré de maturité, qui ont déjà quelques premières références sur le marché, qui ont prouvé qu'il y avait un besoin de marché. Ok. Puisque notre positionnement, c'est d'être accélérateur business. Donc, pour pouvoir accélérer le business, il faut déjà qu'il y ait eu au moins un POC et pourquoi pas des premières références marché. Tu parles d'accompagnement, de quoi est-ce qu'il s'agit particulièrement? Est-ce que vous avez des coachs qui viennent? Vous avez des cours, des formations? Est-ce que vous avez quelqu'un qui va aider à travailler sur les chiffres, à faire les levées de fonds? Alors, encore une fois, là, on est organisé de façon très territoriale. Donc, chaque village a les mains libres sur sa proposition de valeur. Ok. À ceci près qu'on a une proposition de valeur absolument intrinsèque et commune, qui est la mise en relation business. Donc ça répond à notre positionnement d'accélérateur de business et d'innovation. Donc notre outil fondamental commun à l'ensemble du réseau, c'est d'organiser des mises en relation entre les startups et les entreprises pour pouvoir propulser ces startups et favoriser le développement de leur activité commerciale. D'accord. Et donc pour ça, on organise un événement type qui plaît beaucoup à nos startups et à nos partenaires, qui s'appelle Business Connect. C'est des journées pendant lesquelles on met en relation des startups avec des entreprises. Okay. Et pour ça, on formate des rendez-vous de 10 à 20 minutes pour qu'ils aient l'opportunité de se présenter. Exactement, exactement. C'est le speed dating de l'innovation, en quelque sorte. Et ça se passe combien de fois par an, tu disais? Dans l'idée, c'est à peu près un par mois. Okay. Soit c'est thématique, et donc soit c'est régional. On en a, pour te donner un ordre d'idée, au Luxembourg, participé activement à 2. Un qui était régional, organisé par tous les accélérateurs de l'Est. Donc on était 7 ou 8, ça allait jusqu'à Lille et ça descendait jusqu'à Mulhouse. Okay. Et donc là, on a regroupé et nos startups et nos partenaires corporate pour qu'ils aient chacun l'opportunité de se présenter. Donc, ce qui se passe, pour que ce soit vraiment pragmatique et efficace pour les startups, c'est qu'on envoie la liste des participants à chacun et on organise du matchmake pour être sûr que les startups aient choisi leur rendez-vous et inversement, les corporates aient également choisi leur rendez-vous. Ouais. On ne les fait pas juste se rencontrer au tout venant comme ça. Il y a quand même derrière une logique d'efficacité. Et plus récemment, on a organisé un Business Connect FinTech. Donc là, on a fait venir une trentaine de startups de l'intégralité du réseau. Village by CA,
pour rencontrer des directeurs d'innovation ou des gens actifs dans l'innovation de grandes sociétés, banques ou assurances luxembourgeoises. Ok. En termes de secteur, parce que donc là tu parlais de fintech, tu me disais quand on préparait l'entretien que l'objectif au départ c'était de ne pas inclure volontairement les fintech. Donc maintenant il y en a à nouveau. Est-ce que tu as une idée sur les 950 startups de tout le réseau des villages, quelle est la proportion par secteur? Ou est-ce qu'il y a des secteurs qu'on retrouve plus que d'autres? Alors, c'était pas un objectif de ne pas accompagner les fintechs, c'était simplement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'amalgame qui soit réalisé. En 2014, D'accord. il n'y avait pas la relation qui existe aujourd'hui entre les startups et les corporates. Il y avait beaucoup plus de crainte, en tout cas, que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je pense qu'il y avait même de la défiance entre ces deux typologies d'acteurs. Et pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'amalgame qui était réalisé, que le groupe voulait racheter ou copier des solutions fintech, l'idée, c'était de se dire qu'on accompagnait des solutions issues de tous les secteurs d'activité hors fintech. Okay. Ça a duré 18 mois, puis notre positionnement a été clair dans la tête de tous. Le groupe a aussi fait le choix de maintenir et d'accélérer le développement de ce réseau. Et alors là, on s'est mis à accompagner les fintechs. Aujourd'hui, donc la volonté, c'est vraiment d'accompagner des boîtes issues de tous les secteurs d'activité, parce qu'on souhaite se transformer nous, mais pas que, comme je te le disais. On souhaite aussi aider nos clients à se transformer. Et on a notamment une grosse base de clients, enfin, on a de par notre ADN, Crédit Agricole, on a pas mal de clients actifs dans le domaine agricole, des coopératives agricoles, des agriculteurs. Donc, c'est notre filiale la plus dynamique. D'accord. Agritech, c'est la filiale la plus dynamique. Fintech, c'est maintenant la deuxième, effectivement. Elle avait été mise de côté au départ, mais on voit que le naturel revient au galop et que c'est donc Agritech et Fintech sont les deux filiales les plus fournies en quelque sorte, tant d'un point de vue startup que corporate avec lesquels on travaille. Puis après, on a une filiale Impact, mais on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dedans, mais on a une filiale Impact qui se développe beaucoup et pour lequel il y a un vrai souhait de développer. Voilà, après, ça dépend un petit peu des régions. Il y a des régions qui prennent le lead sur certaines thématiques. Je sais que dans l'Ouest et à Brest notamment, ils sont actifs sur tout ce qui touche à la cybersécurité. Donc ça dépend pas mal et au domaine du maritime et au domaine du maritime également. Donc ça dépend un petit peu des écosystèmes. Est-ce que tu as des exemples d'une belle success story d'une start-up qui est passée entre vos mains et que vous avez accompagnée et qui a transformé l'essai, qui s'est bien développé? Alors, on en a beaucoup et surtout, on en a à différents niveaux. J'aime bien prendre cet exemple et je reviendrai après sur ta question, mais j'aime bien prendre cet exemple parce que je pense que ça ne faisait pas partie des objectifs du groupe. On parlait tout à l'heure des objectifs du groupe quand ils se sont lancés dans cette initiative en 2014. À mon avis, ils n'avaient pas imaginé que l'un des leviers forts aussi du réseau Village BCA, c'est de pouvoir apporter une nouvelle offre aux clients de la banque privée, notamment Indosuez. Ce qui se fait entre Indosuez et le réseau Village BCA, c'est des mises en relation entre des clients de la banque privée qui souhaitent investir dans des startups et des solutions sourcées dans le réseau Village BCA. D'accord. Donc il y a des sessions, des petits démo days qui sont organisés dans lesquels on présente des solutions qui répondent aux souhaits d'investissement de certains de nos clients, avec une journée enfin pas une journée, mais quelques heures d'échanges informels entre ces différents parties. Et alors là, je crois qu'entre 2018 et 2019, il y a eu plus d'une trentaine d'investissements qui ont été réalisés par des clients de la banque privée dans des solutions Village BCA. Ok, parce que ce que tu me disais, c'est que le Crédit Agricole ne prenait pas par défaut de participation dans les startups qui sont accélérées. Alors oui, par défaut, exactement. Il en prend via ces différents véhicules d'investissement. Et ce réseau Village BCA a aussi contribué à une meilleure connaissance, je pense, de l'investissement en VC pour le groupe. Il y a 350 millions de fonds sous gestion en innovation dans le groupe, soit portés par des caisses régionales, soit portés par des caisses régionales avec des entités publiques, soit portés par le groupe de manière générale. Donc, il y en a beaucoup, il y a 350 millions, comme je te le disais. Et à travers ces différents fonds, il y a des prises de participation qui sont faites dans le réseau Village BCA, mais pas uniquement. Ok. Et pour revenir à ta question de tout à l'heure, on en a pas mal de boîtes qui ont travaillé avec le groupe. Si on reste pas dans quelque chose de purement fintech, on a une société qui s'appelle Digimind qui propose une solution de market intelligence qui écoute en fait les médias et les réseaux sociaux, qui a travaillé avec la cellule d'information et de veille du Crédit Agricole.
Tu as des solutions toutes bêtes comme Parcadom, qui à Paris te permet de savoir où est-ce qu'il y a des places de parking disponibles, qui a travaillé aussi avec plusieurs entités du groupe, notamment avec Camca, qui est une entité active dans le domaine de l'assurance. Tu as Casseis qui a fait appel à une start-up aussi du réseau pour former des commerciaux aux produits depuis le mobile. Okay. Donc via des slides mais adaptés au mobile ou via des podcasts avec un tracking du temps de lecture et puis des quiz par la suite, pour que dans les transports par exemple ou ailleurs, les employés puissent continuer de se former sur les produits. Et puis il y a eu des investissements de fait, et plus que des investissements d'ailleurs, un gros travail qui a été fait avec Green Data, qui est une agritech, qui est un outil d'aide à la décision pour les agriculteurs. Comment ça s'appelle ? Green Data, pardon. Green Data, ok. Ils sont basés où ? Ils sont basés à Paris, je crois, Green Data. Okay. Ils sont plus dans je crois qu'ils sont plus dans le réseau Village Baissa. Mais donc voilà, des histoires. Je crois qu'avoir vu une présentation qui faisait un inventaire un peu des solutions Village Baissa qui ont travaillé avec le groupe, et de mémoire, il y en a plus d'une centaine. Donc, t'as une idée du temps que ces startups restent au sein des villages ? Alors, on essaye de se caper à 2 ans. En gros, c'était des contrats d'1 an renouvelables une fois. Et au bout de 2 ans, l'idée, c'est de se dire que soit les boîtes ont suffisamment grandi, volent de leurs propres ailes et surtout se prennent des locaux à la taille de l'entreprise, soit on n'a pas réussi à les accompagner suffisamment. Et voilà. On ne peut pas dire qu'on aura fait le tour du réseau, parce que le réseau, il est colossal. C'est pas juste le groupe, c'est les clients du groupe. Et puis vous travaillez à combien sur tous ces villages au total ? Je pense qu'on est 130, quelque chose comme ça. Ok, parfait. J'aurais bien aimé qu'on finisse sur la vision du Crédit Agricole avec le village, parce que voilà, maintenant ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans que les villages ont été créés. Est-ce qu'il y a une volonté de se développer dans d'autres pays, d'aller tester des nouveaux concepts ? Est-ce que toi, tu as une idée là-dessus, ou tu peux communiquer sur ce sujet ? Oui, comme je te le disais, il y a une vraie volonté de continuer à développer ce réseau. Je crois qu'il est prévu pour fin 2022 qu'on ait 45 ou 47 villages d'ouverts. Aujourd'hui, on est 34. Donc cette croissance, elle va perdurer. Maintenant, comme tous, avec Covid, on va vivre des lendemains un peu différents de ce qu'on avait imaginé. Donc je pense que nous, tous responsables d'accélérateurs, on va devoir, comme beaucoup de boîtes, défendre l'intérêt de notre activité pour le groupe. Mais j'ai bon espoir, et je trouve qu'on a pas mal de cordes à notre arc pour pouvoir se dire que cette activité va perdurer. On l'évoquait tout à l'heure, les synergies avec le groupe, elles vont au-delà de ce qui avait été imaginé initialement. Et donc je pense qu'on peut s'appuyer sur toutes les synergies qui ont été mises en place au fil des 6 dernières années pour pouvoir vendre le fait que le projet doit être maintenu. Mais je pense que c'est ancré dans la tête de la plupart des responsables de caisse régionale. Puis je dirais l'image des villages pour le Crédit Agricole est très très positive. Enfin, en tout cas, c'est toute l'image qu'on voit dans la presse, dans les médias, est excellente pour le groupe. Ça, c'est indéniable. Ouais, c'était pas le souhait premier, mais effectivement. Alors, c'est toujours quelque chose qui est difficile à matérialiser. Il y a un travail qui est fait là, en ce moment, justement, par nos équipes à la fédération pour pouvoir, justement, matérialiser, chiffrer ce travail d'image qui est réalisé par le réseau Village Baissa et qu'est-ce qu'il apporte concrètement au groupe. C'est pas un travail qui est facile à faire, mais non, c'est pas évident, en effet, oui. Ok, parfait. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question. Enfin, il y a encore tellement de sujets que j'aimerais aborder avec toi, mais on s'était dit qu'on se fixait une demi-heure, donc on va s'y tenir. Avant de nous quitter, tu sais combien j'aime lire et écouter des podcasts. Donc la question, forcément, va tomber. Est-ce que tu pourrais nous conseiller, enfin en tout cas me conseiller, un livre sur l'innovation qui t'a marqué, ou un podcast que tu écoutes? Tu m'avais recommandé Vlan, que j'écoute maintenant, en plus. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un livre sympa sur l'innovation qui t'a marqué, ou un podcast, ou une newsletter, whatever? Je t'avais recommandé aussi de suivre Boson Project et Emmanuelle, sa fondatrice particulièrement. Ouais. Et ça, je le recommande aussi à nos auditeurs, parce que franchement, c'est quelqu'un d'inspirant. Boson, c'est B-O-S-O-N. Ouais, exactement. Après, moi, je vais rester fidèle à moi-même, et tu me connais. Je suis pas une grande lectrice, ou en tout cas pas dans mon domaine business. Je préfère rencontrer les gens
échanger avec eux. Et c'est plutôt comme ça aujourd'hui que je m'irrigue, si je reprends ce mot, que j'apprends. Moi, j'aime bien lire sur des thématiques qui sont autres que la fintech, la finance, l'innovation, parce que je considère que j'apprends beaucoup sur le terrain. Ça peut être un livre sur un sujet philosophique. Hein. Ouais, non, mais j'ai bien aimé récemment. Enfin, d'ailleurs, je suis encore dedans. Ça s'appelle The Secret of Happy Family de Bruce Feller. C'est un best-seller. Hein. C'est pas un petit bouquin déniché dans le fin fond d'une librairie du Larzac. Mais c'est intéressant parce que Bruce Feller fait le parallèle entre la gestion d'une entreprise et avec toutes les techniques d'innovation qu'on connaît, l'agilité et d'autres, et la gestion d'une famille. Et ça m'a bien plu. J'aime bien des petites choses toutes bêtes, mais qu'on oublie parfois quand on est à la tête d'une famille. Pourquoi on passe du temps à définir des valeurs dans une entreprise et on fait pas la même chose dans sa famille sans valeur. En fait, les gens ont du mal à s'ancrer dans un projet commun et donc avancer ensemble. Donc voilà, il donne des tips pour définir les valeurs, bien sûr dans le cadre de l'entreprise, mais surtout même faire la même chose dans sa famille. Donc ça, c'est un parallèle qui est intéressant et super bien écrit. Comme je sais que tu as 4 enfants, je te le recommande fortement. Merci. Je vais le rajouter sur ma must-read. Et puis hier, on a entendu un webinaire passionnant de Christophe Hague, qui fait de la recherche en contagion émotionnelle, qui travaille avec des personnes qui ont vécu qui se sont rapprochées de la mort, notamment avec des gens qui ont survécu à des crashs d'avion, par exemple, et qui ont été amenés dans un contexte émotionnel très très fort, prendre des décisions qui mettent leur vie en jeu. Et donc en fait, il utilise il utilise de l'extrapolation d'émotions volontairement pour pouvoir nous aider à identifier dans notre vie de tous les jours comment gérer nos émotions et comment infiltrer cette contagion émotionnelle positive qu'on peut avoir sur les autres. Okay. Et donc là, je vais essayer de me procurer son bouquin. C'est pas facile, j'ai vu qu'il le livrait pas au Luxembourg, parce que ça a vraiment l'air hyper intéressant. Parfait, merci beaucoup. Un dernier point avant de nous quitter. Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs start-upers, quel serait-il ? Je vais faire un peu de pub. Je vais les inviter à postuler, à candidater pour les Village Awards, qui est la compétition qu'on organise en ce moment pour faire valoir les meilleures collaborations entre start-up et grands groupes. Donc là, on est en plein dans notre positionnement. L'idée, c'était il y a 3 ans quand Paris s'est lancé dans cette aventure et dans cette compétition. L'idée, c'était de valoriser les start-up autrement qu'à travers leur levée de fonds, en mettant en avant leurs succès commerciaux. D'accord. Et donc ça répond parfaitement à ce qu'on souhaite faire. Donc là, on a lancé ça il y a 10 jours. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 mai. Ok. Donc pour tous les entrepreneurs qui, au cours des derniers mois, ont mis en place des projets successful avec des corporates, ils peuvent candidater en duo. Toutes les infos sont sur notre LinkedIn. Okay. Et voilà, il y a un partenariat qui est mis en place avec les éco-entrepreneurs pour offrir de la visibilité aux gagnants. Et puis, c'est aussi l'occasion de se faire remarquer de l'écosystème d'innovation du groupe Crédit Agricole. Ok. Et où est-ce qu'on peut te joindre en général ? Tu es plutôt LinkedIn, toi, hein ? Je suis plutôt LinkedIn, ouais. On a une page up-du-bas Luxembourg et Instagram. De toute façon, je mettrai les liens vers ton LinkedIn et celui du Village by CA, ainsi que votre page Instagram. On peut nous contacter via notre site aussi, luxembourg.com. Parfait. Je te remercie infiniment pour ton temps, Amélie. Merci à toi, Solène. Je te souhaite bon courage avec ces awards. Et toi, plein de bonnes choses pour FinScale. Merci. Ciao. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous connecter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!